Tout de suite, Vladimir Poutine qui s'exprime, Conseil de sécurité. Le président du comité d'enquête de Russie, M. Bastrykine, a présenté les premiers rapports, les premiers résultats concernant l'acte de sabotage au pont de Crimée. Les données d'expertise criminalistique et d'enquête sur place prouvent que cette explosion est un résultat d'un acte terroriste. Un acte terroriste qui visait un site d'infrastructure critique. On voit très bien les commanditaires de cet acte et aussi les réalisateurs. Ce sont les services spéciaux ukrainiens. Le régime de Kiev utilise depuis longtemps des méthodes terroristes. L'assassinat des personnalités publiques, des chercheurs en Ukraine, mais aussi sur le territoire russe. Ce sont les tirs terroristes sur les villes de Donbass qui ont duré plus de 8 ans. C'est aussi des actes de terrorisme nucléaire. Je parle des tirs sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Qui plus est, les services spéciaux ont organisé 3 actes terroristes contre la centrale nucléaire de Koursk, où les explosions de la ligne de haute voltage a été endommagée par les explosions. Donc, c'est 3 actes de sabotage. Heureusement que les conséquences ont été liquidées dans les plus brefs délais. Il n'y a pas eu d'influence, d'impact sur le fonctionnement de la centrale de Koursk. Mais tout ça, ce sont les dossiers qui s'alourdissent concernant les tentatives contre d'autres sites d'infrastructures critiques, comme par exemple une tentative d'explosion sur le gazoduc turc, le flux turc. Les représentants de Russie ne peuvent pas accéder maintenant, les représentants de Russie ne peuvent pas accéder aux résultats des enquêtes qui seront menées sur les résultats des explosions sur Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Mais nous connaissons très bien des bénéficiaires finaux des résultats de ces actes. Donc le régime de Kiev vraiment se range aux côtés des les radicaux terroristes du monde. On ne peut pas commettre des actes plus radicaux. Selon le ministère de la Défense et selon le plan dirigé par l'état-major russe, aujourd'hui, une attaque a été lancée depuis les plateformes aériennes, navales et terrestres sur les sites importants d'infrastructures énergétiques et critiques de l'Ukraine. Si les actes terroristes du côté ukrainien vont continuer, la riposte du côté russe va être proportionnée au niveau de menaces qui sont créées pour la Fédération de Russie. Personne ne doit avoir de doute. Je demande maintenant le ministre de la Défense de rapporter les résultats. Voilà, vous venez d'entendre, c'était en direct Vladimir Poutine. Les mots sont forts. Il s'agit d'un État terroriste, radicaux, parmi les plus terroristes du monde. Et il parle, bien évidemment, Magali Barthès, de l'Ukraine. Oui, on voit que les mots sont extrêmement durs ce matin de Vladimir Poutine, qui en effet parle du régime de Kiev comme un régime terroriste. Et donc, il liste les différentes attaques dont les Ukrainiens, à ses yeux, se seraient rendus donc coupables. Et on voit bien qu'il est en train de durcir le ton pour justifier, évidemment, la riposte actuelle donc, qui est en cours sur l'Ukraine. Il parle, d'ailleurs, Vladimir Poutine parle de riposte proportionnée. Ouais, donc ça veut dire que ce qui s'est passé ce matin sur l'ensemble des grandes villes d'Ukraine, selon lui, est proportionné. La gifle qu'il a reçue ce week-end, la gifle personnelle, avec donc cette attaque sur ce pont qui était vraiment son œuvre, qui formalisait le rattachement de la Crimée à la Russie, pour lui, c'est insupportable. Il est obligé aujourd'hui de reprendre la main. Donc il est en train, en ce moment, de convoquer son Conseil de sécurité
Et on le voit face à ses ministres, à ses services. C'est Shoigu, Sergueï Shoigu, qui parle en ce moment, et c'est avec lui que converse Vladimir Poutine. Ça se tient en ce moment même. Il est présent, mais à distance. Hein. Ouais. Vous avez remarqué. Absolument. Il n'est pas en présentiel. Ça veut dire que, vraiment, il est très inquiet pour sa sécurité. Il n'est pas dans la même salle que les autres. C'est un signe pour vous? Écoutez... Il a fait beaucoup de réunions en présentiel. La fameuse réunion où il s'en prend à Narechine. Quelques jours avant le début de l'invasion. Voilà, il a tout le monde autour de lui. Et là, il n'a plus personne autour de lui. Ils sont loin. Et ça veut dire qu'il a peur d'eux. Hein. Revenons sur les mots de Vladimir Poutine. Oui, je voudrais bien, si vous voulez bien. Moi, j'ai trouvé 2 ou 3 mots qui sont importants. On est passé d'une guerre contre le nazisme qui a fait flop, à une guerre contre le terrorisme, qui risque davantage d'amalgamer la population russe. On se bat contre les terroristes, comme toujours. La deuxième chose, c'est qu'il met dans la même balance un pont endommagé et des maternités détruites. Ça ne va pas passer très très longtemps. Et enfin, on voit bien que c'est Biden qui dirige tout. Sa réponse est proportionnée. Dans les discours précédents, on avait une réponse fulgurante, instantanée, destructrice. On avait, en gros, il allait détruire l'Ukraine dès qu'on allait toucher à quelque chose. Et là, on a une réponse proportionnelle. Alors, dans les termes de proportion que vous avez indiqués, c'est-à-dire que, évidemment, il a mis tout son stock de missiles pour frapper partout en Ukraine. C'était attendu. Jusque dans l'ouest de l'Ukraine, c'était assez attendu. Mais non, quand même, on a un homme fatigué qui se gratte le menton. Sans faire de psychologie, c'est un geste d'indécision qui, comme vous l'avez dit, se cache et qui voit bien qu'il n'a plus beaucoup d'issues. Et la prochaine issue, il faudrait mieux éviter qu'elle n'arrive. Oui. La rhétorique qui est employée est effectivement très intéressante parce que cette insistance sur le terrorisme, ça veut dire quelque chose. Chez nous, terroristes, aujourd'hui, on pense à islamistes, donc c'est aussi montrer qu'on est dans le bon camp, dans le bon côté, puisque le terroriste est, par nature, l'ennemi, le méchant, celui qu'il faut abattre. Donc on renverse comme ça la charge de la preuve en se présentant comme un pays qui protège contre des attaques terroristes et également contre un pays qui est agressé, puisque l'acte terroriste agresse des innocents. Donc une manière de renverser les choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'emploi, l'insistance, le mot revient vraiment quasiment toutes les phrases. L'insistance place ça dans l'histoire de la Russie, puisque la Russie a été frappée depuis 2000 par de nombreux actes terroristes. Il y a eu prise d'otages dans le théâtre de Moscou, il y a eu une attaque contre les écoles à Beslan. Donc chez les Russes, ça renvoie à des références qui sont précises, à des morts, enfin des moments extrêmement pénibles. Ça renvoie aussi à la guerre en Tchétchénie. Et d'ailleurs, à l'époque où les relations avec la Russie étaient moins tendues, Poutine s'est toujours présenté comme étant un allié objectif dans la lutte contre le terrorisme. En disant en Russie, ce que vous connaissez aujourd'hui en France, on l'a connu dans le Caucase, on l'a connu en Tchétchénie. Donc il se présentait un peu comme ce rempart de lutte contre le terrorisme. Et d'une certaine manière, il y revient. Ouais. En disant, ce que vous faites au Sahel, nous on le fait en Ukraine. Et donc c'est une manière aussi de rétablir un certain équilibre. Ça ne va pas marcher, mais c'est plutôt bien joué. Une remarque par rapport à ce que vous disiez. On va revoir cette image d'ailleurs. Les volets, les tentures des fenêtres du bureau de Poutine sont fermées. Il est isolé. Il y a une pâle lumière. Et puis, il y a une autre chose, c'est que dans cette allocution qu'on réécoutera bien évidemment, Poutine ne parle pas des Occidentaux. Il ne parle, pour une fois, que des Ukrainiens, que de ces terroristes, dit-il. Oui. Il désigne clairement l'ennemi pour essayer de ressouder et de sauver ce qui peut encore l'être. C'est vrai que les images sont assez stupéfiantes parce que quand on compare à la précédente réunion qu'on a en tête du Conseil de sécurité, on est donc quelques jours avant le début de la guerre, et là on est dans une immense salle au Kremlin, il est avec tous ses chefs d'état-major, ses ministres, il leur fait la leçon, mais il essaye manifestement d'obtenir aussi leur aval. De toute manière, depuis le début, il prend les décisions, il fait avaliser les décisions par le ministre Shoigu, par le chef d'état-major. Mais là, on voit qu'il ne veut même plus les affronter physiquement. Donc c'est vrai que ça donne l'impression d'un chef d'État encore plus isolé, encore plus acculé, coupé du reste du monde que ce qu'on avait pu, encore une fois, envisager. Je voudrais revenir sur les éléments de langage, parce qu'il y a un autre mot qui est décisif, en fait. Il emploie l'expression des infrastructures critiques, et non pas des enjeux existentiels.
Donc ça veut dire que ça n'était plus un enjeu existentiel pour la Russie. Ça veut dire qu'il baisse de régime, de même que, comme vous l'avez très bien dit, Amiral, il a employé l'expression proportionnée et non plus apocalyptique. Donc on change de régime. En plus, il évoque les défaites publiquement, les défaites russes. On est loin du discours où tout allait bien, l'opération se déroule normalement. Et alors sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens on a vu apparaître plein de fois, l'opération spéciale est terminée. Oui, il y avait une pression pour ça. Mais si l'opération spéciale est terminée, ça veut dire qu'elle a échoué. Et donc il y a un constat d'échec en fait qui est dressé indirectement devant l'opinion publique russe. Allez, vous voulez vous montrer cette image en direct de Kiev, la capitale ukrainienne, frappée à de nombreuses reprises ce matin. Et nous sommes en direct avec Dmytro Chistiak. Bonjour à vous, vous êtes vice-président de l'Union nationale des écrivains d'Ukraine. Vous habitez à Kiev, dans le nord de Kiev très précisément. Racontez-nous ce que vous avez vécu ce matin. Il me semble que votre université a été gravement touchée par les bombardements, c'est ça ? Oui, bonjour. En effet, notre université a été touchée, aussi bien que le ministère de l'Éducation nationale, à côté l'Académie des sciences, le musée de l'art oriental et de l'art occidental, parce que c'est tombé en plein centre, les missiles. Est-ce que vous avez été prévenu ce matin de ces attaques à base de missiles de la part des Russes ? Oui, alors, les sirènes, bien sûr, ont retenti et la pause avec les sirènes a duré pendant plus de 5 heures. Depuis le début de la guerre, c'est la plus longue sirène sur Kiev quand même. Et il y avait quand même beaucoup de tirs dans plusieurs endroits de la ville qui ont fait quand même beaucoup de dégâts. Les cibles qui ont été touchées principalement sont des cibles civiles. Oui, en général, ce sont des cibles civiles, parce que je pense que ce qui a été visé n'a pas été atteint. Par exemple, l'université, je ne pense pas que c'était la cible disons, des missiles, mais à côté, il y a d'autres monuments qui étaient plus importants, par exemple, les services de sécurité d'Ukraine. Alors peut-être que c'était visé à côté de ces bâtiments-là. Qu'est-ce que vous disent les autorités, là, Dmytro Chistiak, puisqu'il y avait le maire de Kiev qui a appelé justement toute sa population à rester à l'abri. Là, c'est encore le cas actuellement ? Oui, alors les sirènes peuvent retentir à chaque moment. Il faut être vigilant quand même. Mais le métro a repris. Les transports reprennent. Alors, la vie reprend son cours. Parce que, bon, quand même, nous avons été... nous attendions quand même ces attaques parce que nous sommes déjà habitués depuis le début de la guerre à Kiev à ces tirs. Mais c'est vrai que le centre-ville, dans les dégâts aussi importants, c'est peut-être la première fois depuis le début de la guerre. Merci beaucoup. Par exemple, je voudrais peut-être attirer l'attention sur le fait que, par exemple, dans nos médias sociaux, il y a une blague qui circule que c'est le Parlement de 1917 qui a été visé parce que, justement, à côté de l'université, c'est le Parlement, l'ancien Parlement d'Ukraine, Centralna Rada, qui était en 1917 présidé par l'académicien Russelsky, qui est notre grand historien et dont je viens publier les 2 volumes de l'histoire d'Ukraine en français chez Christophe Chaumont-Éditeur. Mais c'est-à-dire que dans certains médias, ils ont confondu le Parlement contemporain, donc qui est tout à fait à un autre endroit, et le Parlement de 1917 qui a subi des dégâts, voilà, justement près du bâtiment de l'université que vous avez sur l'écran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour votre témoignage. On se retrouvera bien évidemment dans ce 12-15. Nous sommes en direct. Dernière information, le président Zelensky a demandé de l'aide au président français, que l'on entendra d'ailleurs dans ce 12-15. Et Emmanuel Macron a affirmé au président ukrainien que la France aidera à nouveau l'Ukraine, notamment en fournissant des systèmes antimissiles. Oui, vous l'avez entendu, Vladimir Poutine a dit que les infrastructures avaient été touchées, ce qui fait dire à Volodymyr Zelensky justement qu'il va falloir continuer à respecter notamment les consignes de sécurité. Ça, c'est pour sa population, mais il désigne également l'ennemi russe, le président ukrainien. Écoutez-le. Les Ukrainiens, les Ukrainiennes, la matinée a été difficile. Nous avons affaire à des terroristes, des dizaines de missiles, des drones iraniens charrettent. De nombreux sites d'infrastructures ont été touchés dans les régions de Kiev, Lviv, de Dnipro, de Vinnytsia
de Kharkiv, de Zaporizhia et de Soumy. Il essaye de détruire nos infrastructures. En deuxième cible, les hommes. Il vise en cette heure matinale pour frapper le maximum d'hommes. Nous nous soutenons, nous nous aidons, nous croyons dans notre force. Maintenant, des coupures de courant sont possibles. Mais il n'y aura pas d'interruption de notre confiance en la victoire. L'ennemi veut qu'on ait peur, que les gens fuient, mais nous ne pouvons aller que de l'avant et nous le montrerons sur le champ de bataille. Dans la matinée, l'agresseur a lancé 75 missiles, dont 41 ont été abattus par notre défense aérienne. Mais rappelez-vous, l'Ukraine existait avant cette invasion ennemie et l'Ukraine existera toujours. Gloire à l'Ukraine. À noter que Vladimir Poutine est toujours en conférence avec ses ministres, en visioconférence, qu'il a rappelé, je vous le donne, bien évidemment, que l'Ukraine était un État terroriste, radical, le groupe terroriste le plus important à ses yeux du monde. Poutine qui a reconnu des frappes de missiles, mais seulement sur des infrastructures énergétiques. C'est la réponse attendue de Poutine. Il était bien obligé de répondre. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Donc, qu'est-ce qu'il avait comme choix ? Il nous avait annoncé, on avait brandi l'arme nucléaire, il nous avait annoncé l'apocalypse. Il ne peut pas. Je pense qu'il a la parole de Biden quelques jours avant, qui nous a tous inquiétés. Avec ce terme d'apocalypse nucléaire. Elle a fait son effet. Biden a rappelé qu'il y avait des limites qui ne pouvaient pas être franchies et qu'on ne faisait pas de différence dans le nucléaire entre le tactique et le stratégique. Voilà. Même si John Kirby est un peu revenu là-dessus ce week-end en disant que ce n'était pas vraiment la doctrine des États-Unis. Écoutez, de toute façon, s'il y a 200 000 morts quelque part, tout d'un coup, c'est quelque chose de stratégique en réalité. Il n'y a pas de choix possible. La réalité, elle est là, elle est incontournable. Or, donc, je reprends, la parole de Biden a été efficace et donc Poutine cherche d'autres moyens. Il revient au fond à ce qu'a été le début de la guerre, puisqu'au début de la guerre, vous vous rappelez toutes les frappes multiples qui ont eu lieu. Et je rappelle que ça s'est arrêté. Et la question est de savoir combien de temps ça va durer. Est-ce qu'on passe vraiment à une autre échelle ? Est-ce qu'ils en ont les moyens, tout simplement ? On n'en sait rien en réalité, c'est pas si sûr. Ça a un objectif de mobilisation de l'opinion publique russe, disant voilà, on est très fort, puisqu'ils étaient accusés d'être faibles, mais en même temps, comme je le disais, il reconnaît des défaites, il reconnaît l'échec. Et puis, c'est un autre objectif, c'est de jouer sur l'opinion publique internationale, et en particulier aux États-Unis, puisqu'on a eu coup sur coup Elon Musk et Trump plus ou moins concertés sur l'idée qu'il fallait que cette guerre s'arrête et qu'on allait négocier et qu'il allait falloir céder sur le Donbass et la Crimée. Voilà. Donc, il vient là, sur ce terrain-là, il répond là, et la question est de savoir où on va considérer quelle est la ligne de front, pas simplement pour l'Ukraine, mais pour les pays occidentaux désormais. Frédéric Ancel est avec nous, on le remercie. Frédéric Ancel, vous avez écouté le président russe Poutine. Votre analyse ? Oui, d'abord, je suis tout à fait en accord avec ce qui a été dit. Poutine dirige une grande puissance pauvre, comme je le dis dans mon ouvrage, et très régulièrement pour mes étudiants. C'est-à-dire qu'en réalité, il dispose des critères d'une grande puissance. Alors, on rappelle toujours le droit de veto au Conseil de sécurité, 5000 têtes nucléaires, des quantités de gaz et de pétrole phénoménales. Mais en réalité, fondamentalement, on voit bien face à l'Ukraine, qui n'est pas une très grande puissance, d'un point de vue, d'une part conventionnel, d'autre part diplomatique, il ne parvient pas à créer un véritable effet d'entraînement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en face, il y a une crédibilité qu'il a mésestimée. D'abord, la conscience nationale ukrainienne, son importance en tout cas, sinon sa simple existence, la volonté des Européens, de manière à peu près unanime, la Hongrie étant un cas un peu à part, de riposter fortement, et puis Sleepy Joe qui ne sleep pas du tout. La crédibilité américaine aujourd'hui, elle est non seulement restaurée, moi j'ai envie de dire plutôt maintenue, mais enfin en tout cas, depuis au moins Kaboul, on va dire qu'elle est restaurée, et surtout, elle permet aujourd'hui à des États de rejoindre le giron de l'OTAN. C'est exactement l'inverse de ce que voulait évidemment Vladimir Poutine. Et dans ce marasme général, il ne lui reste pas beaucoup de cartes. Et là où je rejoindrai tout à fait ce qui a été dit, c'est que la carte de la peur, de la terreur, notamment vis-à-vis des opinions publiques européennes, c'est une carte qui ne coûte pas cher et qu'il emploie en permanence. Sauf qu'à force d'employer
cette peur de manier, si vous voulez, l'épée de Damoclès, eh bien, on s'aperçoit que c'est une épée de Damoclès en carton. Frédéric Ancel, il y a une autre première dans cette guerre, le Bélarus qui annonce qu'il va déployer des troupes communes avec la Russie. C'est le président bélarus qui s'est exprimé ce matin après une réunion du côté de Minsk. Qu'est-ce que ça peut changer quand on sait que justement ces hommes ne sont pas très motivés? Est-ce qu'il peut y avoir un front nord parce qu'on les voit mal aller dans le Donbass ou du côté de Kherson, selon vous? Alors, une partie de la réponse est dans votre question. Ce sont des soldats qui, a priori, ne sont pas extrêmement motivés. En tout cas, on l'a vu au début de l'invasion russe de l'Ukraine, puisqu'une partie des soldats russes sont passés précisément par la Biélorussie. Ça, on s'en souvient. Les soldats biélorusses, à l'époque, qui les laissaient passer, n'ont pas fait montre, effectivement, d'une très grande détermination. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a affaire à une armée qui est sans doute très efficace pour lutter contre contre des universitaires et des étudiants et des civils protestant contre la dictature, mais on ne sait absolument pas dans quelle mesure ces soldats pourraient jouter efficacement contre des soldats ukrainiens qui, eux, non seulement sont surmotivés par la défense de leur propre territoire, mais qui ont été entraînés et équipés sérieusement depuis au moins 2014. Aujourd'hui, on sait. Enfin, dernier point, sur le plan politique, ça ne change strictement rien, puisqu'en réalité, on sait que la Biélorussie est littéralement inféodée à la Russie, et cela depuis pas mal d'années maintenant. Frédéric Ancel, restez avec nous. Ça reste quand même un front supplémentaire pour les Ukrainiens qui ont autre chose à faire en ce moment-là sur le terrain. Oui, c'est un front qui est davantage diplomatique que militaire efficacement. La Biélorussie, est, comme l'a dit M. Ancel, n'est pas prête à se battre. Elle n'est pas prête à envoyer des troupes en Ukraine et elle sait très bien que les premières troupes qui franchiront seront détruites assez rapidement. Donc c'est une affaire diplomatique. C'est une des cartouches qui font long feu de Poutine pour montrer qu'il y a là, comme vous l'avez dit, une mini-coalition avec lui. Mais c'est une cartouche, à mon avis, qui fait long feu et qui va faire long feu. La Biélorussie ne présente pas un danger militaire à ce stade aujourd'hui pour l'Ukraine. Mais c'est intéressant pour Poutine de montrer l'ensemble des alliés contre le terrorisme. Enfin, de ce que vous dites quand même ce matin, malgré toutes ces frappes, malgré le nombre de morts, de blessés, bien évidemment, on a l'impression que Poutine a peu d'armes et qu'il les utilise et que ce qui s'est passé ce matin, c'en est une. La Biélorussie, c'en est une aussi. Sur la Biélorussie, il faut dire une chose, si vous permettez. Moi, j'ai édité la seule biographie de Loukachenko, biographie écrite par Valéry Karbalevitch, ça s'appelle Le satrape de Biélorussie. Et Valéry Karbalevitch explique une chose très importante dont on n'a pas conscience ici. Dans l'ambition de Loukachenko, il y a toujours eu l'idée qu'il serait le président de la CEU. Et je pense qu'il n'a pas renoncé. Alors, c'est un fantasme, si vous voulez, mais il joue ça. Et comme on est dans une période d'affaiblissement de Poutine et qu'il y a peut-être une perspective pour lui qui pourrait s'ouvrir, il peut rêver de ça. Il y a d'autres candidats, il y a Kadyrov, il y a Prigojine. Il se met sur les rangs et pour se mettre sur les rangs, il faut bien qu'il avance quelques pièces. Et donc, il se manifeste comme ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est toute une autre histoire parce qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions. Une partie de la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine est composée de marécages. Ce qui est quand même assez compliqué à franchir. Alors certes, les Allemands ont pu franchir les Ardennes, mais enfin, d'un point de vue militaire, les Ukrainiens sont protégés aussi par cet espace géographique. Il y a quand même un aveu d'impuissance, je trouve, dans la riposte ce matin de Vladimir Poutine, parce qu'on voit, par rapport à la destruction du pont de Kerch, qui est vraiment un objectif stratégique, là, on a des frappes qui touchent finalement les infrastructures civiles, des bombes qui tombent dans des parcs au milieu de Kiev. On voit bien qu'il frappe, mais on a l'impression quand même, qu'il y a cette volonté de terroriser, mais qu'en même temps, il n'y a pas d'objectif véritablement précis. On voit bien qu'en effet, le nombre de cartes à disposition de Vladimir Poutine est de plus en plus mince. Alors oui, il essaye d'appeler Loukachenko en Biélorussie, mais ça ne changera pas le cours de la guerre. On voit bien qu'il manque de cartes et tout ça montre plutôt son impuissance. Allez, restez bien avec nous dans un instant. Nous allons partir du côté de Kiev, la capitale durement frappée à plusieurs reprises ce matin. Ça n'était pas arrivé depuis le 26 juin. Kiev, mais aussi Lviv, Dnipro, Jitomir, Zaporijjia, Mykolaïev, Odessa. Ce que nous disait le conseiller du ministre ukrainien de la Défense sur LCI, c'est que l'armée ukrainienne avait intercepté 41 missiles sur les plus de 80 ce matin tirés par les Russes. Et puis on reviendra sur cette image, cette déclaration. En ce moment même, un conseil de défense extraordinaire autour de Vladimir Poutine. Poutine qui dit de l'Ukraine, ce sont des radicaux, des terroristes les pires du monde, mais c'est un Poutine seul, affaibli dans son bureau,
On reviendra sur les déclarations du maître du Kremlin et notamment sur ceux qui aujourd'hui briguent son poste.